messieurs, bonsoir. Bienvenue à la Maison de Rousseau et de la littérature. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour donc la 5e soirée de notre cycle de lecture estivale L'auteur s'amuse. Et je vous remercie surtout d'avoir bravé la chaleur du jour pour probablement dans l'espoir de trouver un peu de fraîcheur ici. On va essayer de garder les fenêtres ouvertes pour que vous ayez quand même un peu d'air, mais effectivement les flyers sont très bien pour ça. On peut faire la distribution. Alors brièvement, donc voilà, ça c'est un moment que la MRL souhaitait collaborer avec les éditeurs genevois afin de mettre en avant leur travail et aussi la richesse de leurs publications qui sont parfois inconnues même à Genève. Et nous avons donc proposé aux éditeurs un cadre pour cette série de lectures, à savoir qu'ils nous proposent un auteur de leur choix qui vienne nous exposer ses sources d'inspiration et comment ces muses personnelles intervenaient dans le processus de création. Ainsi, durant tout l'été, tous les jeudis soirs, donc à 18h30, nous accueillons des auteurs de romans, de pièces de théâtre, de poèmes et de livres pour enfants également. Le programme complet donc, est disponible ici. Je peux aussi les faire circuler si justement vous voulez les utiliser comme éventail ce soir. Donc nous sommes ravis d'accueillir ce soir Fred Boquet, qui a publié 2 ouvrages aux éditions Cousu-Mouche, Monsieur Quincampoix et La Ricarde. Fred Boquet va nous lire des extraits de ces 2 romans ainsi que les 2 textes sur lesquels elle travaille actuellement. Et nous allons donc alterner entre lecture et questions, donc n'hésitez pas à intervenir lors des échanges après les lectures. Et pour représenter les éditions Cousu-Mouche, nous accueillons ce soir Olivier Humbel, le président donc, et je vais lui laisser tout de suite la parole pour dire quelques mots sur sa maison d'édition et puis pour nous présenter je vais faire très rapidement l'auteur de ce soir. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Déjà, bonsoir à tous, merci d'être venus. Merci à la Maison Rousseau aussi de nous accueillir ce soir ici, dans ce magnifique lieu. Donc, rapidement, donc, les maisons d'édition Cousu-Mouche existent depuis 2002. On essaye de faire entre 4 et 5 ouvrages par année. Tout dépend de ce qu'on reçoit, nos possibilités, etc. Et plus particulièrement les premiers romans. Donc en 2006, nous avons eu la chance de découvrir la plume de Fred Boquet avec Monsieur Quincampoix. Monsieur Quincampoix qui a reçu un très très bel accueil du public. D'ailleurs, on est à la 3e édition pour ce livre. Donc il a très très bien marché et comme je vous ai dit, on est particulièrement sur le premier roman, mais parfois aussi avec La Ricarde, le second roman. Donc en 2012, Fred nous a encore fait confiance et nous a proposé La Ricarde, que nous avons bien suivi et publié. Et voilà, donc si vous avez des questions de toute façon plus tard, je serai là pour répondre à vos questions sur la façon dont on travaille. Je vais plutôt laisser la parole à Fred, qui va vous expliquer mieux que moi son travail et son univers. Voilà, merci beaucoup. Alors bonsoir et merci également à tout le monde d'être venu par cette canicule. Et voilà, donc étant donné que ce cycle s'inscrit sous le thème de l'inspiration et de la muse, je propose qu'avant de vous lire des extraits des 2 ouvrages et donc des ouvrages en cours d'élaboration, je vous explique un petit peu comment ils sont nés. Après, je vous lis des passages et si vous voulez intervenir entre 2 passages, n'hésitez pas. Si vous préférez attendre que la lecture continue, on peut faire comme ça aussi. C'est vous qui décidez. Voilà, donc je me prête à toutes vos exigences. Donc, en ce qui concerne Monsieur Quincampoix, comme je l'ai brièvement expliqué lorsque vous m'avez contacté, il y a une 20aine d'années, j'avais assisté à une scène dans un tea room, une scène un petit peu banale, mais c'était l'occasion d'un petit déjeuner, un homme qui prenait son thé et son croissant avec son chien. Et ce chien, c'était un bulldog français. À l'époque, c'était une race qui était peu en vogue, maintenant on en voit à peu près partout. Mais c'était un chien qui était assez fascinant, non seulement parce qu'il a un faciès quand même particulier, mais en plus c'est un chien qui parlait. Il parlait à son maître et ils communiquaient, les 2, ils avaient une espèce de discussion. C'était assez fascinant et j'ai gardé ça quelque part dans un coin de ma mémoire.
Et puis bien des années plus tard, dans mon jardin, il y a du pollen qui est tombé dans mon verre de vin rouge. Et j'ai pensé à la réaction possible d'une personne qui ça pourrait agacer, qui n'aime pas manger dehors, etc. Et j'ai commencé à écrire un passage. Pour finir, je me suis dit, ça pourrait être bien que cette personne-là, ce soit un homme qui va parler de son couple, une espèce de macho un peu, qui va parler de son couple. Mais pour mieux parler de son couple, étant donné que c'est quelqu'un qui n'est pas quand même tellement sujet à l'introspection, il faut qu'il soit décédé et il faut qu'il soit revenu sur Terre dans la peau de quelqu'un d'autre, voire d'un animal. Et j'ai retrouvé l'image de ce bulldog tellement humain. Et voilà, Quincampoix est né comme ça en fait. Après j'ai continué, j'ai ajouté des chapitres et ça a fait une histoire. Donc si vous voulez, je vais commencer par... Donc en fait, Monsieur Quincampoix, c'est l'histoire de cet homme qui décède dans un accident de salle de bain, qui revient sur Terre dans la peau d'un chien et qui a été adopté par son ancienne femme en fait. Elle devient sa maîtresse. Alors il y a des frustrations évidemment, il y a beaucoup de flashbacks aussi dans le livre, donc où il explique, il raconte sa vie avant, il raconte sa vie maintenant, ce que c'était de vivre avec elle autrefois et ce que c'est aujourd'hui de partager sa vie. Et finalement il va découvrir sa femme avec un regard différent et il va aussi prendre la mesure de l'amour qu'il lui portait finalement, qu'il n'arrivait pas à identifier parce qu'il était pris dans son propre ego. Voilà. Donc là, on va commencer, si vous voulez, par une scène qui est une scène qui se passe donc, au présent, donc, quand il est dans la peau de ce chien. Au début, le plus pénible, c'était la promenade pipi. Je n'ai jamais supporté qu'on me regarde pisser, même de dos. Ça me mettait mal à l'aise. Un vieux réflexe de l'homme des cavernes. Certainement une réminiscence du moment de vulnérabilité absolue. Cro-Magnon se déniche un chouette arbre, et voilà qu'un dent de sabre lui tombe sur la fourrure. Alors, devant elle. Le plus humiliant culminait sans doute avec le flot de compliments dont elle m'accablait ensuite, les premiers temps, lorsque je levais finalement la patte sur une jonquille du parc, après avoir, en vain, essayé de l'assommer. La honte. Si, au moins, j'avais pu faire ça discrètement, et qu'elle avait eu la délicatesse de faire comme si elle n'avait rien vu, peine perdue. Elle me félicite comme si j'avais eu le premier prix au Racing de Boulogne. M'encourage même à réitérer l'opération au cours de la promenade en m'appelant bon chien. Et encore, s'il n'y avait que ça. Je vous passe le cuisant sentiment d'impuissance suscité par le petit sac de plastique noir qu'elle tient à la main, destiné à ramasser le fruit de mes entrailles. Il y a de quoi vous nouer les tripes. Mais comme je n'y couperai pas, elle est capable de passer la journée au parc si nécessaire, il me faut bien m'exécuter à un moment ou à un autre. Submergée par l'outrage, mortifiée et avilie, je finis par déposer au beau milieu de la pelouse interdite la sentinelle attendue. Elle est ravie et s'empresse autour de l'étron miraculeux. Du coup, j'assouvis ma colère sur le narcisse suivant, que je mets consciencieusement en pièces avant de l'arroser à son tour. Ma rage retombe alors soudainement, battue en brèche par le cocasse de la situation. Je me marre intérieurement. En définitive, pour lui complaire et la charmer, plus besoin de bijoux de prix, de restos aux chandelles, de week-end à Florence, une offrande scatologique, une crotte de belle physionomie suffit à son contentement. Voilà pour le premier extrait. Alors bon, on va retourner un petit peu dans le passé, on va voir comment ils se sont rencontrés. Vous pourrez rappeler ce que vous avez vu, chien de loup. Voilà. Alors là, donc, la rencontre. Lorsque je l'ai rencontrée, elle était stagiaire aux ressources humaines. Elle terminait une école d'infocom et avait pour tâche d'élaborer un journal pour optimiser notre communication interne. Une espèce de feuille de chou qui permettrait à chacun de s'exprimer, de connaître l'avancement de la carrière de ses collègues, les vacances des uns, les missions à l'étranger des autres, les anniversaires, les naissances, les petites joies, une nouvelle machine à café au premier étage, et les grandes détresses, un départ à la retraite ou une embolie pulmonaire. Aujourd'hui, on mettrait tout cela sur le web, mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, une époque obsolète et pourtant si proche dans mes souvenirs.
Elle avait pris contact avec chacun d'entre nous pour connaître nos attentes en la matière, évaluer la puissance de notre aspiration à former une grande famille professionnelle, notre soif d'échange, et je dois dire que dès que je la vis entrer dans mon bureau, j'éprouvais sur le champ une violente envie d'échanger avec elle. Je m'étais promis pourtant de ne plus jamais chasser sur mon lieu de travail, depuis une mésaventure avec une certaine Sophie, dont j'avais hérité en même temps que de mon nouveau titre de directeur commercial. Cette Sophie m'avait allumé, mis le feu aux poudres, déclaré l'amour. Quand elle passait dans le couloir où je discutais, un gobelet à la main, avec Lambert, le chef des ventes, elle roulait les hanches comme un tambour, exécutant de ses fesses un peu rebondies un 8 presque parfait qui arrêtait net notre conversation et nous laissait, Lambert et moi, bouche ouverte et silencieux, pareillement hagards. Parvenue à la porte de son bureau, attenant au mien, elle se retournait soudain et me lançait alors un regard indulgent et moqueur qui plantait dans mon ventre des flèches empoisonnées de désir. Il me la fallait, c'était sûr. Et l'évidence, elle n'en attendait pas moins de moi. C'était de l'aisé, du facile. Sophie en pinçait vraiment pour moi. Elle ne mit pas longtemps avant de me frôler après les réunions où elle prenait les PV en sténo, en croisant et décroisant les jambes avec régularité, faisant remonter peu à peu le tissu sable de sa robe jusqu'à la limite des bas et de l'indécence, avant de la réajuster négligemment sur ses cuisses peut-être un peu trop rondes. Puis nous en vînmes aux choses sérieuses. Elle resta tard le soir pour finir des dossiers et passait dans mon bureau à tout instant pour savoir si je n'avais besoin de rien. Elle avait elle-même bien envie d'un expresso. Au début, j'étais méfiant, circonspect, presque gêné par ses avances presque directes, presque trop directes. Chasseur de nature et non gibier, et là pisté, presque acculé. Puis j'ai cédé à son charme un peu vulgaire, à ses chairs excessives et son sourire plein de promesses. La tasse de café finit par trembler sur le bureau où je la besognais farouchement, laissant parfois échapper sur les feuilles qui jonchaient la table quelques gouttes du breuvage sombre et amer, imprimant à la trame un léger gonflement et interrompant une phrase d'une salissure brune où l'encre se mêlait à l'arabica. Après quelques semaines, elle se mit à espacer ses visites vespérales, prétextant des rendez-vous à l'extérieur, des courses à faire, un souper à préparer. Elle me glissait entre les doigts après m'avoir ferré. Elle m'avait pris dans ses filets, puis me rejetait à la mer, lassée par le jeu dont elle se savait gagnante. J'étais trop fière pour faire des scènes, pour implorer ou me fâcher, trop fière même pour chercher à me venger de l'insulte. Je jouais donc la carte de l'indifférence, du consentement mutuel, feignant de n'avoir pas perdu et de croire que le divertissement s'arrêtait d'un commun accord, les deux joueurs s'étant fatigués d'une partie dans laquelle ils s'étaient finalement peu investis l'un et l'autre. Mais au fond, je souffrais le martyre. Je n'arrivais plus à me concentrer. Son image me hantait. Je fouillais le courrier pour voir s'il n'y figurait pas un de ces petits messages un peu niais et délicieux des premiers temps. Je scrutais le bouton correspondant à la ligne de son téléphone qui ne s'allumait plus que pour me rappeler un rendez-vous ou l'avancement d'un meeting. Je cherchais ce regard pendant ces séances dont elle continuait de prendre scrupuleusement les comptes rendus, jambes croisées, dépliées, croisées, corsage toujours échancré jusqu'à la limite du bon goût, révélant la naissance de ces deux seins lourds auxquels j'avais mordu comme un hameçon funeste, assise dans une attitude appliquée et studieuse comme une enfant que son charme ennuie et indispose. Et puis parfois, enfin, Sophie me regardait. Mais c'était avec la plus cruelle des gentillesses, une tendresse amicale et lointaine où pointait un léger agacement. Je faisais bonne figure, exprimant alors d'un sourire complice ma parfaite acceptation de ce détachement réciproque. Mais derrière mon regard lisse, mon visage inaltéré, un séisme de force neuve bousculait mes pensées, éparpillait mes sentiments comme des dossiers répandus au sol, me brisait comme une porcelaine jetée au bas de l'étagère. Elle m'avait bien lu, la salope. J'étais fait comme un rat, coincé dans le labyrinthe qu'elle avait érigé en moi, tenu par le cœur, dépendant de sa voix, de son odeur, de ses gestes et de son audace. Et je m'en voulais de m'être laissé attraper, prendre au piège de cette passion dont qu'elle avait suscité, avant de m'y abandonner seule, dénuée, naufragée. C'est elle qui m'avait provoqué, habité, puis elle avait repris ses meubles et son désir et m'avait laissé vider et dégoûter d'elle et de moi-même. Avec le temps, tout s'en va, comme on le sait, tout s'éteint, le feu comme la rancune. Sophie resta dans notre entreprise, mais avait changé de département. Nous nous voyions parfois à l'ascenseur, à la cafétéria, lors des soirées de boîte ou des cocktails officiels. Ma colère s'étant asséchée, nous avions entamé une relation courtoise et polie que je ne déparais pas d'un soupçon de méfiance.
Sophie s'était mariée, avait enfanté, les années commençaient à méchamment griffer son visage au coin des yeux et de la bouche, et je ne souhaitais pas faire les frais d'une nouvelle tentative de séduction de sa part, ni de quiconque en ces lieux d'ailleurs. Et pourtant, quand la gracieuse petite stagiaire entra modestement dans mon bureau, après avoir toqué 3 fois, comme à l'école chez la principale, Sophie et l'expérience dont elle m'avait si douloureusement enrichie s'évanouirent comme des mirages. Je tombais immédiatement amoureux, mais cela, je l'ignorais encore. Persuadé que la seule possession de cette jeune femme, visiblement intimidée malgré des années d'études en relations humaines, rougissante et peu à son aise, sans doute renseignée par quelques secrétaires bien intentionnés sur mon exécrable caractère, suffirait à m'en détacher. 3 ans plus tard, nous étions mariés. Alors, est-ce que je continue Vous voulez encore un extrait de Quincampoix ou on passe à la Ricard Encore un Oui. Alors, on va retourner au présent. Donc, parmi les autres inconvénients de la vie de chien, voici un. Donc, il a décrit précédemment un des avantages à être un chien, mais on va parler maintenant des inconvénients. Soyons honnêtes, la condition canine présente également quelques inconvénients. La première fois qu'elle m'a servi ma pâtée, j'ai cru vomir. L'écuelle était pourtant très jolie, avec mon nom écrit sur la porcelaine blanche entourée de flèches bleues. Vous vous demandez, pourquoi des flèches bleues? Moi aussi, je me suis posé la question. C'est peu après que j'ai eu le fin mot de l'histoire, alors qu'elle expliquait à une amie, puis à toutes les autres d'ailleurs, sauf à la grosse vache, ça c'était avant, qui n'avait pas remarqué la déco, que dans le film auquel je vois mon nom atypique, une réplique l'avait beaucoup amusée. Depuis une cabine téléphonique, la jeune héroïne guidait l'homme de ses rêves à travers Montmartre, en lui intimant d'un ton de conspiration « Suivez les flèches bleues, monsieur Quincampoix ». Elle est comme ça, ma femme, toujours amoureuse du détail que personne ne va remarquer et dotée de beaucoup de persévérance pour parvenir à se l'approprier et l'intégrer dans son propre décor, enjolivant sa vie comme de petits bouquets sauvages glanés au cours d'une promenade. Mais revenons à ma pâtée, maintenant que votre curiosité est satisfaite. Inutile de dire que mon appétit l'était moins. Dans l'écuelle s'étalait une masse vaguement gélatineuse entre le rose et le brun foncé, piquetée de morceaux de ce qui devait être des carottes marronasses, le tout dégageant des effluves pestilentielles. Devant ce plat malodorant, je fis ce que toute personne un peu éduquée aurait fait, je reculai avec dégoût. Elle le prit plutôt mal. « Ben quoi, Quincampoix, t'as pas faim? Regarde la bonne pâtée, miam miam, c'est du bon manger ça !» Je restai à distance, jaugeant l'assiette avec reproche. « Allons, le chien, c'est du bœuf bourguignon, 4 € la barquette de 250 grammes, tu ne vas quand même pas bouder un plat pareil !» Elle s'énervait un peu, ça se voyait. Je ne bougeais pas, figé dans la contemplation fascinée de cette vomission. Bon, puisque c'est comme ça, tu ne mangeras rien. Sale cabot, je te jure, quand on pense qu'il y a des humains qui meurent de faim. Sans doute. Pas une raison pour m'imposer cette immondice. Elle était vraiment fâchée maintenant, me regardant avec réprobation, regarder avec réprobation la chose incriminée. Nous réprobions donc tous deux, et aucun ne voulait en démordre. Vous comprenez, je ne suis pas particulièrement délicat, mais j'ai toujours aimé la bonne chair, les plats mijotés, les entrées raffinées. Je me souviens entre autres d'un week-end magnifique que nous avions passé dans le Jura avec des amis et dont l'alibi était la visite des cascades du Hérisson. Partis le samedi, munis de grosses chaussures, d'un bâton, de chapeaux de paille et de bonne volonté, nous avions fait halte pour la nuit dans une auberge repérée dans un guide touristique. Nous avions tellement fait honneur à la poularde à la crème et aux écrevisses, aux riz de veau au morille et au vin jaune, que nous nous sommes retrouvés à minuit, passablement éméchés, dans l'une des chambres, à nous partager un misérable cachet d'Alka-Seltzer en 4 parts équitables. Vous avez vu le film Danse avec les loups? Eh bien, c'est sur nos foies overbookées que galopait le troupeau de bisons affolés. La nuit fut difficile, et le lendemain, épuisés par la crevaille et un début d'indigestion, nous avons regardé d'un œil là la première cascade qui grondait près du parking. Nous fîmes quelques pas peu enthousiastes en direction du sentier balisé, avant de rebrousser chemin et de nous réfugier dans le restaurant des cascades pour nous refaire une santé avec une truite de rivière au beurre blanc et amandes grillées. Alors, sa pâtée royale pour petit chien gourmet, elle pouvait se la garder et s'en faire des masques de beauté. Moi, je n'y toucherais pas.
Je n'aime pas la contrarier depuis que je suis son chien, mais l'heure était grave. Elle devait comprendre qu'il n'était pas question, ni maintenant, ni jamais, que j'ingurgite n'importe quelle mixture prédigérée sous prétexte que je n'étais qu'un clébard. L'ambiance était genre tendue autour de l'improbable renvoi. Au bout d'une éternité, elle poussa un soupir, se pencha, ramassa le plat, ouvrit la porte du placard sous l'évier, fit glisser le contenu dans la poubelle, laissant s'épanouir de lourdes fragrances de viandes avariées. C'est vrai que ça ne sent pas très bon ce truc, admit-elle. Ah, tu vois, je contins ma joie avec tact, ne voulant pas l'offenser par des marques de satisfaction trop prononcées. J'étais toujours posée sur mon petit moignon de queue, la regardant faire avec intérêt comme s'il s'agissait d'un nouveau jeu. Elle me lança un coup d'œil presque attendri. En tout cas, tu n'en auras pas d'autres. J'espère bien. N'empêche que je restais toute la journée sans manger. Ce fut rude, mon ventre gargouillant de détresse à en fendre le cœur le plus endurci. J'émettais épisodiquement de petits gémissements d'agonie, accablés dans le coin du salon que je n'avais pas la force de quitter, attendant avec résignation ma fin prochaine, exhibant les signes indiscutables d'une mortelle inanition. Ça marcha. Le soir, nous dégustâmes ensemble les restes parfumés d'une excellente blanquette de veau. Et à la fin du repas, il ne restait plus, dans l'écuelle blanche ornée de flèches bleues, soigneusement léchée et brillante comme une médaille, qu'une feuille de laurier, emblème fort approprié de mon humble victoire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou j'enchaîne avec... Oui, oui. Moi j'avais mis un passage de plus vers la fin quand on se rend compte qu'il aime bien. Ah ben, faudra lire la fin. Ah d'accord. Voilà, attendez, qu'est-ce que je pourrais vous lire? Alors, je vais vous en lire un petit. Donc c'est vers la fin. Des mois ont passé qui ne savent faire que ça, dire que c'est de nouveau Noël, talonné par un bout de langue fatiguée. Et cette nuit, quand le 12e coup a sonné au clocher du quartier, elle m'a serré dans ses bras à m'étouffer, en me souhaitant une très bonne année mon quinquin, et je voyais bien que ça n'allait pas très fort. Elle avait refusé plusieurs invitations, prétextant à chaque fois qu'elle se rendait à une autre soirée, déjà malheureusement prévue de longue date, où l'on comptait sur elle pour apporter le dessert. C'est imparable comme argument, et sa légendaire bonne humeur, ma femme est très populaire, et pas seulement auprès d'Elisabeth. De fait, nous avons passé le réveillon tous les deux, elle en pyjama sur le canapé beige où le plaid formait des plis, les coussins en bataille dans son dos, assise en tailleur devant une table basse où elle avait ajusté une nappe trop grande et réparti 2 assiettes, une pour la terrine de foie gras maison préparée la veille, l'autre pour les toasts grillés et légèrement refroidis. Elle déteste quand le pâté fond sur le pain. Dans une terre cuite décorée d'arlésiennes vues de dos, elle gardait au frais un jurançon qu'elle vidait méthodiquement en tranchant dans la terrine, dont elle déposait avec délicatesse de petits morceaux sur le bord du toast, qu'elle croquait ensuite avec un plaisir si évident, comme si tout le bonheur du monde s'était comprimé dans 1 centimètre cube de foie de canard, qu'il me faisait saliver. Pelotonnée contre elle, je suivais chacun de ses gestes, ma tête sur sa cuisse. J'eus moi aussi mes tartines, par bouchées onctueuses, mais fermes, sur du pain grillé. Sans le liquoreux, ça n'atteint pas le même degré de perfection, mais faut reconnaître, je continue d'aimer ça avec intensité. Elle a regardé un truc débile à la télé. C'est la première fois que je la vois se poser devant une émission de variété. Des numéros de cirque, ce n'est pas son truc. Et là, elle a tout avalé. L'animateur bavard et dégoulinant de condescendance, les clowns tristes, les magiciens hystériques aux chemises ouvertes jusqu'au nombril et leurs assistantes en string, les acrobates aux cuisses comme des massues, la petite ballerine chinoise au sourire comme peint sur son visage concentré, dont l'incroyable souplesse et la maîtrise de l'équilibre laissent deviner, au-delà de la beauté de ses gestes, les larmes de l'apprentissage, la souffrance pour chaque centimètre gagné, l'ascétisme forçant son corps trop gracile. À minuit donc, l'animateur mitait à congratuler ses invités ringards, et elle m'embrassait comme si j'étais le seul survivant d'un naufrage, l'unique rescapé d'une guerre nucléaire, comme si nous étions désormais seuls au monde. Autrefois, nous organisions toujours le nouvel an à la maison. On mangeait à profusion et on buvait en conséquence. Elle nous flambait des langoustines vers les 2 heures du matin. Il y avait des gens dans tous les coins, de la musique rythmée sur laquelle on se dandinait avec plus ou moins d'élégance,
entre deux gourmandises, des couples qui se querellaient parfois, d'autres qui se fabriquaient temporairement, dans l'espérance vague d'une aube nouvelle et d'avenir radieux. Sur le bout de midi, après quelques heures de repos agités, nous partions pour une rituelle promenade avec ceux de nos amis qui n'avaient pas pu rentrer chez eux et s'étaient endormis, ici et là, sur le tapis, dans les canapés du salon et du bureau, là où le sommeil les avait terrassés. Et l'air frais, souvent gris et humide du 1er janvier, dissipait mal nos migraines lancinantes, soulageait peu nos estomacs glauques et n'illuminait guère nos teints brouillés. Mais il nous requinquait suffisamment pour attaquer la pile d'assiettes en carton, les cotillons gisant sous les meubles et les taches de Côte-du-Rhône dessinées par les gobelets renversés. On rallumait le sapin avec des fonds de bouteilles, grignotant des restes de bûches et de canapés au saumon. Nos panses, d'abord offusquées, acceptaient finalement ce nouvel hommage. Et la bonne humeur renaissait, nous remettions la musique, quoiqu'un cran en dessous, et improvisions une nouvelle fête, un peu affadie, comme la réplique timide mais incontournable d'un arc-en-ciel. Là, je sens bien que ça m'emmerde ce début d'année. On a comme une page blanche à remplir, des illusions qui renaissent, des résolutions à prendre, puis la vie continue, normale, indifférente au calendrier, et on oublie. Et rien ne change, sauf les pertes qui s'accumulent, les espoirs en deuil et les idéaux qu'on enterre. En fait, elle attend toujours son homme. Le Hollandais se morfondant officiellement et goûtant sans doute officieusement les joies rassurantes de la tribu rassemblée, elle est seule ce soir dans son salon, avec personne d'autre que moi pour la trouver sexy dans son pyjama à rayures et son marcel blanc, et les années passent, paraît-il. Alors bon, comment être optimiste? Je la sens flancher, même si elle cueille les plaisirs et les jours, les moments de joie, les rires avec les copines, et ses souvenirs encore frais, tels des roses qui commenceraient à peine à piquer du nez vers le vase. Cela lui fait un petit trésor, mais comme caché sous le matelas dans une chambre vide. Je suis là, bien sûr, mais je sens bien qu'elle a peur de devenir vieille fille, de s'agacer quand on ouvre ses placards pour y chercher du sucre ou un verre, d'avoir trop pris l'habitude d'occuper seule son territoire, de ne plus savoir où partager un jour ses 100 mètres carrés où elle a planté ses racines, semé ses marques, érigé des barricades de la solitude. Et puis, pourquoi le nier? Et même si ça m'horripile, son VRP lui manque. En résumé, on se retrouve tous les deux. C'est bien ce que j'avais voulu, non? Et pourtant, je me sens confusément confus, vaguement mal à l'aise, comme troublée par une espèce de sorte de début de mauvaise conscience. La femme que j'aime est triste. La femme que j'aime ne l'est plus, et je ne peux rien pour elle. Il y a à la fois dans sa vie un homme de trop et un qui fait défaut. C'est complexe, d'autant plus que la situation convient à ma possessivité, mais me gêne un peu aux entournures. Je discerne avec étonnement quelque chose de nouveau dans l'amour que je lui porte, quelque chose que ce réveillon d'octogénaire sans héritier a éveillé en moi. Pour la première fois peut-être, alors que je ne suis même plus dans ma propre peau, j'essaye de me mettre dans la sienne. Pas de doute, il va falloir agir. Il y a urgence. Elle a recommencé le tricot. Finalement, les bonnes résolutions, c'est moi qui vais devoir les prendre à sa place, parce qu'il est évident qu'à part réaliser une demi-douzaine d'écharpes en jersey torsadé, elle n'a pas de projet à long terme. Je vais devoir prendre les choses en main, si je peux dire, et vous vous en doutez, ça va être autrement plus du rail que de renoncer à mon coéba des grands jours. Ça répond à votre question? Ça? On peut peut-être passer à la carte alors, à moins qu'il y ait une réaction à ces textes. Alors, on va passer dans un autre univers hein, là, quand même. Alors, en 2 mots, La Ricarde, c'est un roman que j'avais commencé il y a pas mal de temps, mais il y a un film qui est sorti sur le camping, parce qu'en fait ça se passe dans un camping, et ça m'a dissuadée de le continuer, j'avais peur que ça fasse un peu plagiat ou redondant avec ce film. Donc je l'ai laissé dans un carton, j'ai commencé à l'écrire, je l'ai laissé dans un carton, et quelques années après j'ai vu le film, enfin un morceau du film. C'était une ambiance complètement différente, le cadre, les personnages, enfin, c'était vraiment autre chose. Et je me suis dit, pourquoi pas m'y remettre. Alors j'ai recommencé La Ricarde. Alors La Ricarde, c'est un camping un peu particulier, parce qu'il s'agit d'un camping autogéré. C'est un camping réservé aux enseignants à l'éducation nationale française, où j'ai moi-même passé pas mal d'été, aussi bien enfant qu'adulte d'ailleurs, puisque cet été encore, nous étions dans le camping d'à côté.
Parce que comme j'ai sorti ce livre, j'avais peur de me faire lyncher en séjournant à la Ricarde, donc je suis juste allée faire un petit coucou, mais j'ai pas osé séjourner là-bas. Donc en fait, l'histoire, c'est Bernard Gauthier, qui est un marchand de chaussures. Ses parents étaient dans l'éducation nationale, donc il bénéficie de la carte d'adhérent à l'association à laquelle appartient ce camping, et il gagne une caravane à une tombola. Et du coup, il décide d'aller camper pour la première fois de sa vie. Et c'est quelqu'un d'assez solitaire, pas très gai en fait. Et il va essayer de s'intégrer dans ce microcosme où tout le monde se connaît, où chacun a ses habitudes. Il va essayer de se faire des amis, et pourquoi pas une amie plus particulièrement, même si c'est pas forcément celle qu'il convoitait au départ. Et donc je vais vous lire en fait le moment où il a gagné sa caravane. Alors, je m'excuse, je vais juste par un petit coup. Est-ce qu'au niveau du son, ça va? Parce qu'il y a d'autres fenêtres qui sont ouvertes, mais je pense qu'on est tout vraiment... je laisse comme ça, je suis désolée. Mais... Voilà. L'Altea constituait le premier prix d'un concours organisé par l'ACU, une filiale de la compagnie d'assurance réservée aux fonctionnaires de l'éducation nationale. Ma mère était assistante maternelle et mon père concierge dans une école primaire. Lorsque j'avais renvoyé le bulletin de participation découpé dans le magazine trimestriel Plein Vent, édité par l'ACU, ça avait été sans trop y croire, l'espérance n'étant pas chez moi une aptitude, sans doute parce que je n'ai jamais rien remporté, même au bingo, où j'accompagnais parfois ma mère, quand elle eut pris sa retraite, et découvert l'euphorie suscitée par le gain d'un lapin vivant ou d'une ménagère en inox. Je suis un garçon plutôt réaliste, qui ne tire pas de plan sur la comète, et encore moins d'hypothétiques caravanes. Même le deuxième prix, une année de camp gratuite, me paraissait hors de portée, et d'ailleurs, je n'y voyais guère d'intérêt, parce que je n'avais pas de matériel. Le troisième prix, cependant, était tentant, 5 ans d'adhésion offerts, d'autant que je persistais à payer inutilement l'abonnement annuel qui offrait l'accès au camping. Mes parents avaient cotisé toute leur vie, davantage par solidarité que par intérêt, puisque nous n'avions planté la tente qu'un seul été près de l'Octudie. Il avait plu avec opiniâtreté durant quasiment tout le séjour, malgré quelques rayons de soleil qui filtraient parfois comme un fragment de mica à travers les nuages poisseux que le vent semblait ne jamais pouvoir balayer. Contre toute attente, j'ai remporté la caravane. La lettre que j'ai reçue m'enjoignait à me présenter le 15 mars pour recevoir mon Adria Altea 342 PH+, avec apéritif et petite cérémonie officielle. Je me suis donc acheté un costume, coupe italienne cintrée à 2 boutons et col pointe fin, parce qu'il y aurait certainement la presse et peut-être même le président de la compagnie d'assurance. Le président n'était pas là, ayant délégué un sous-chef entouré d'une poignée de cadres et du concessionnaire local d'Adria, auquel j'ai demandé ce que signifiait le plus et si ça voulait dire que l'autre était moins. Le concessionnaire a eu l'air un peu vexé. Il m'a dit que la gamme entière était parfaite, mais que la plus, en effet, avait quelques options supplémentaires, des jantes alliage, un lampadaire panoramique et 2 ou 3 autres gadgets qui n'enlevaient rien à la qualité de la PH 100+, mais dont, néanmoins, je pouvais me féliciter, ce que je fis avec beaucoup de bonne volonté, surtout lorsqu'il me confia le prix en euros. Après un discours assez bref, portant principalement sur la longévité de l'association, l'engagement sans faille de ses membres, le dynamisme de sa direction, le sous-chef m'a officiellement remis la clé de la caravane. Il avait un peu de mal à la lâcher. Je tendais la main, debout à côté de lui, mais il s'est mis à digresser sur l'évolution des camps, le confort optimisé, l'esprit de camaraderie qui perdurait cependant, cette fraternité un peu gauchisante mais bon enfant qui anime la pugiste. Je ne savais pas trop quoi faire de ma main, alors je l'ai discrètement remisée dans ma poche, au moment même où il lâchait finalement la clé, qui, naturellement, est tombée dans le gravier. Nous nous sommes un peu cogné la tête en nous baissant dans le même mouvement, rien de grave. Nous avons ri de conserve en nous frottant le front, avant de nous diriger vers le buffet que le sous-chef présentait d'un ample geste du bras, un peu théâtral, comme s'il avait lui-même tartiné les toasts de pâté de foie et payé de sa poche les modestes agapes. Les bouchons ont sauté au moment où le photographe appuyait sur le déclencheur et à cause du bruit, je devais avoir les yeux fermés.
On a bu nos verres de crément en échangeant quelques banalités. La secrétaire n'arrêtait pas de papillonner autour de nous pour remplir les coupes en plastique et proposer des timbales de flûte feuilletée. Au bout d'un moment, le sous-chef et moi ne savions plus trop quoi nous dire, alors je me suis éloignée pendant qu'il entamait une discussion avec le concessionnaire sur la courbe des ventes des haltères. Je me suis assise sur une des chaises en plexi. J'étais un peu sonnée à cause du lobe frontal du sous-chef ou du mousseux. Je n'ai pas l'habitude de boire beaucoup, juste un verre de vin à table le soir. Sur les graviers, des cordonniers, ces espèces d'insectes rouges et noirs en forme de masque africain, avec leur dessin tribal sur le dos, s'affairaient en masse. Je les ai observés longuement. Il y en avait de partout, parfois seuls, le plus souvent accouplés, cul à cul. Je me demandais lequel des deux copulants tirait l'autre. En tout cas, c'était toujours le même qui avançait résolument et entraînait son partenaire. On aurait pu croire que de temps en temps, l'autre avait envie d'aller voir ailleurs, mais non, j'ai bien regardé, et c'est toujours le même qui mène le bal. Le mâle ou la femelle, je ne saurais dire, et ça m'intriguait un peu. On pourrait penser que le mâle est plus costaud, que c'est lui le chef, mais quelque chose me laissait croire que c'est la femelle qui continuait à vaquer, tandis que le mâle, impuissant si je peux dire, suivait à reculons. Je ne sais pas ce qui me faisait penser ça. Peut-être que les femmes sont moins concentrées. Elles ont toujours quelque chose en tête pendant le coït, tandis que le garçon est prêt à se laisser mener même en marche arrière, pourvu qu'il aille au bout de son affaire. C'est peut-être ça. À un moment, j'ai cligné des yeux, en fixant un point, un caillou sur le sol, et j'ai pu visualiser tout ce mouvement, comme si la terre elle-même avançait dans tous les sens, anarchique, vagabonde, instable. Et là, le sous-chef m'a rejoint et m'a tapé sur l'épaule en me demandant « Alors, monsieur Gauthier, vous êtes content ?» Et j'ai cessé de fixer mon caillou pour lui répondre « Oh combien, merci encore pour tout ça !» en embrassant d'un geste les tables où les coupes à demi vidées et les assiettes débordantes de coques de pistaches égrenées comme une litanie indiquaient que la fête touchait à sa fin. Puis j'ai de nouveau observé les punaises qui vaquaient et le sous-chef a suivi mon regard. « Qu'est-ce que vous regardez ?»« Les insectes là, c'est fascinant. Lequel tire l'autre à votre avis ?» Il n'a pas eu l'air de bien comprendre. S'est épongé le front, son regard était un peu embué derrière les lunettes. Il a suivi un instant des yeux les couples en marche, a semblé réfléchir, puis m'a demandé « À propos d'attelage, vous avez fait le nécessaire, j'imagine ?» Je n'ai pas compris tout de suite. Puis j'ai blémi. Tout a semblé s'immobiliser autour de moi. L'attelage pour la caravane. J'avais oublié. Le sous-chef m'a fixé avec un ahurissement rare, avant de me demander en bégayant un peu, de confirmer que je n'avais pas équipé ma voiture dans le but de tracter fièrement la princesse des roulottes, ce que j'ai donc admis une nouvelle fois en rougissant. Nous étions de nouveau silencieux, coincés comme ces paires de bestioles, ne sachant plus quelle direction prendre. Je suis revenu quelques jours plus tard, après avoir fait installer une boule à l'arrière de mon véhicule. Il n'y avait naturellement plus personne, sauf le vendeur, qui m'a remis les papiers et m'a aidé à fixer la flèche sur le crochet. Il m'a aussi donné quelques conseils pour la traction, les deux points clés étant d'une part de ne jamais oublier qu'on a une caravane accrochée au derrière, surtout au moment d'effectuer un créneau, d'autre part de toujours rester maître à bord, c'est moi le patron et la roulotte ne doit jamais prendre le contrôle, au risque de partir en lacet et de m'envoyer dans le ravin. Je repensais au cordonnier, toujours le même qui tire, sinon c'est l'anarchie, l'accident bête. Je suis parti, cette fois sans flonflon ni confetti, mais je tractais avec prudence une caravane consentante et j'étais content. On va lire un petit bout. On va parler un petit peu de Bernard. Vivre dans une caravane ne devrait pas me poser de problème. J'ai l'habitude d'un monde étroit. Après le décès de mon père, j'ai habité quelque temps avec maman. Elle occupait le rez-de-chaussée de la maison, moi le premier étage, et quand elle est partie brutalement à cause d'un truc dans le cerveau qui a lâché, une veine qui a explosé comme un Big Bang, l'expansion de l'hématome puis le néant, j'ai vendu le pavillon trop vaste avec tout ce qu'il contenait. Je n'ai conservé qu'un ou deux meubles pour le 3 pièces que j'avais acheté dans une résidence nouvelle, se flattant d'offrir au copropriétaire un terrain de tennis et une piscine que je n'utilise presque jamais parce que ça me fait bizarre de croiser les Jacquemot en maillot de bain et je n'aime pas le tennis. J'ai également gardé au début quelques bibelots, sa boîte à couture, sa travailleuse, son fauteuil à bascule, de la vaisselle et des vases ébréchés. Et un jour, j'ai appelé les gars d'Emmaüs parce que je n'avais pas l'utilité de ces objets morts et que je n'avais pas envie d'avoir des souvenirs. Pour la travailleuse en loupe de Noyer, l'un des types a un peu hésité avant de me dire que c'était un bel objet
qui avait une certaine valeur, et que je ferais sans doute bien de la revendre à un antiquaire. J'en tirerais un bon prix. Mais je lui ai répondu que l'argent ne m'intéressait pas vraiment, et que j'étais surtout pressée de m'en défaire. Il n'a pas insisté, mais l'a préparé avec soin, l'emballant dans un des édredons en vrai duvet que j'avais joint au lot, et je suppose qu'il l'a mise de côté pour lui. Par contre, je ne sais pas s'il a conservé l'édredon, ni s'il a jeté les aiguilles, crochets, boutons, fils de toutes les couleurs qui reposaient dans l'ombre des multiples tiroirs. Et cela me chagrine un peu quand je pense, parfois, qu'il a dû jeter à la poubelle tous ces petits outils qu'elle maniait avec habileté et inlassablement. Mais puisqu'on ne peut pas empêcher les gens de mourir, puisqu'ils nous quittent en ne laissant que leurs petites possessions, leurs effets personnels et dérisoires, à quoi bon vouloir les retenir dans ces laissés pour compte de métal et de cornes qui ne sont que le reflet de notre propre abandon? Mon nouvel appartement est donc à peine plus grand que cette caravane. Une cuisine habitable, une chambre à coucher dont le lit en 140 remplit presque l'espace, un salon minuscule et une salle de bain curieusement plus vaste que la cuisine. Je suppose que l'architecte était un apologiste de l'hygiène. J'ai pu y caser la machine à laver et un séchoir pour les draps, et elle dispose, comme un écho à la piscine et au terrain de tennis, qui justifie le terme de standing, prétentieusement accolé à celui de résidence sur le panneau à l'entrée du lotissement, d'une imposante baignoire d'angle à bulles et à jets, mais j'ai oublié comment ça fonctionne. Et quand parfois j'essaye de mettre en marche cette machinerie, je parviens tout juste à éclabousser les murs. Ma femme, elle, aimait bien cette baignoire. Peu après le décès de ma mère, je me suis mariée, sans grande pompe et avec 2 témoins, dont mon collègue du magasin de chaussures. Elle était ukrainienne, je l'avais rencontrée dans le bus de la ligne 8. Elle était assise à côté de moi, s'était excusée parce qu'elle avait piétiné mon mocassin en chevreau et avait engagé la conversation, me demandant d'où je venais, si j'étais veuf. Elle trouvait que j'avais l'air d'un veuf. Je lui avais répondu que j'étais autochtone et seulement orphelin. Je savais que Natalia m'épousait pour obtenir un passeport et une vie meilleure, mais j'avais besoin d'une compagnie, surtout depuis que j'avais tout refilé à Emmaüs. Le marché était donc équitable, et cela aurait pu bien se passer. En tout cas, ça a mieux fonctionné pendant un temps que tous ces prétendus mariages d'amour où, après les premiers temps de la passion, on a fait le tour de l'île mystérieuse, et elle vous paraît soudain étriquée et sans relief. Nous avions des bases solides sur lesquelles construire une union stable, des intérêts différents, mais qui se rejoignaient comme des parallèles. Elle appréciait ma sobriété, il paraît que dans son pays, les hommes s'adonnent volontiers aux boissons fortes, bien qu'incolores, même pendant les repas, et ma discrétion. Cependant, elle aimait également lire, sortir, voir du monde, s'amuser enfin, et après quelque temps d'un bonheur sans nuage, le naturel revint au galop comme un orage. Pour lui tenir compagnie, quand j'étais au travail, je lui offris un petit chien noir et laid qui me coûta un demi-mois de salaire et une paire de charentaises, dessus 100% coton et intérieur pure laine à laquelle je tenais beaucoup. Je me souviens qu'elle avait le dos grêlé par l'acné. Elle m'avait expliqué que c'était très fréquent dans son pays à cause de la pollution et de la malnutrition. Il est vrai que le nuage radioactif de 1986 avait aussi triplé la surface des feuilles de bouleau et provoqué une étonnante mutation chez les champignons qui atteignaient des volumes extravagants et décourageaient la cueillette. C'est sans doute pour cette raison que je n'ai pas voulu lui faire d'enfant. J'avais peur des conséquences de ce nuage létal, et si j'avais déjà quelques difficultés à m'imaginer dans un rôle de père, j'étais à peu près certain de ne pas être capable d'assumer un enfant auquel il manquerait un membre, ou, au contraire, nanti de davantage de chromosomes qu'il n'est utile. Évidemment, je ne lui avais pas présenté les choses de cette façon, mais j'avais clairement exprimé mon souhait de voir notre union rester stérile, et elle s'y conformait sans état d'âme apparent. À part ces cratères qui fleurissaient dans son dos comme un champ de mine, Natalia était plutôt séduisante, bien que dotée d'un nez en pied de marmite, caractéristique des filles de l'Est, et possédait des attributs dignes d'éloge. Une taille fine, de longues jambes, de petits seins paumés que j'aimais tâter dans nos sabbatiques étreintes, sans qu'elle s'en offusquât, ni ne témoignât un quelconque intérêt à la chose. Elle était charmante, gaie, plaisait beaucoup, comme je m'en rendis compte lorsque, à sa demande insistante, j'organisais un dîner. Elle voulait mieux connaître mes amis, et je n'osais pas lui avouer que je n'en avais guère. J'avais donc planifié un repas avec Duchemin et une autre collègue, Françoise, accompagnée de son mari. À vrai dire, j'étais assez fière de montrer mon épouse à Franck, qui se vantait de ses conquêtes. J'avais bien vu l'effet que produisait sur les clientes son sourire carnassier, une blancheur micro-abrasée et son œil de velours. Elle se dirigeait spontanément vers lui en entrant dans la boutique, passant parfois devant moi sans même m'accorder un regard, et prête à patienter dans le rayon en faisant mine d'hésiter entre 2 modèles pour attendre qu'il en ait fini avec une rivale. Parfois,
Je m'approchais de l'une d'elles, devinant d'avance sa réaction, et pour m'en amuser, lui demandais « Puis-je vous aider ?» La dame répondait avec la même aménité « Non merci, je regarde ». Elle se replongeait dans l'étude de la hauteur du talon ou du cousu de la tige avant de fondre sur du chemin dès qu'il s'était libéré, feignant de s'être soudainement décidé pour l'escarpin. Ma femme avait déjà rencontré Franck lors de notre mariage, puisqu'il était mon témoin. Mais Duchemin, sans doute par respect pour moi et pour les circonstances, était resté courtois avec mon épouse, et il ne fit ensuite sur elle aucun autre commentaire qu'en laconique « elle est mignonne ». Ma femme, quant à elle, avait paru insensible à son charme gourmand, à son sourire qui retroussait une lèvre presque trop pulpeuse pour un homme. Duchemin ressemblait un peu à un joueur du 15 de France dont j'ai oublié le nom, mais qui a rendu mon épouse fan de rugby, alors que je n'ai jamais compris le règle de ce sport anarchique qui consiste, pour ce que j'en sais, à se faire recoudre l'arcade sourcilière autant de fois qu'il est humainement possible après avoir démoli un nombre maximal de rotules. Et quand je lui demandais après le dîner ce qu'elle pensait de mon jeune collègue, Natalia réfléchit un peu avant de lancer un évasif sympathique, avant d'ajouter un peu trop frimeur, qui me surprit un peu parce qu'il s'était quand même bien tenu du saumon fumé jusqu'au poire en soupe de vin. Ma femme s'était peu à peu mise à la cuisine bourgeoise. Elle s'inscrivait d'ailleurs à des cours pour perfectionner ses nouveaux talents et était parfois absente le soir. Les leçons avaient lieu en fin de journée et les élèves dînaient ensemble, partageant les plats qu'ils avaient concoctés. Un jour, elle partit avec le chien, qui ne me manqua pas. J'hésitais à entreprendre des démarches pour la retrouver, mais renonçais, et quelques mois plus tard, je reçus les papiers officiels du divorce, que je signais sans réellement les lire. Lorsqu'elle disparut, Franck s'envola aussi. On peut y voir un rapport de cause à effet si l'on est soupçonneux. J'avoue n'avoir jamais cherché à connaître la vérité. Je déplorais ces deux départs concomitants qui me privaient d'un collègue apprécié et d'une compagnie domestique agréable. Être délesté du même coup d'une épouse de mon seul ami me semblait plus affligeant que la relation qu'ils avaient pu nouer et relevait du domaine de la supputation. Au risque de choquer, j'aurais sans doute préféré qu'ils me trompent secrètement, mais ne se sauvent pas comme des criminels pour faire de mon épouse une improbable Madame Duchemin. Pour remplacer Franck, on embaucha un jeune acéphalo, avec lequel je n'échangeais que les habituelles formules de politesse et pas même mon numéro de téléphone. Je ne remplaçais toutefois pas mon ukrainienne. Par contre, je rachetais une paire de pantoufles fourrées en vraie pelisse à 80 francs, moins les 30% auxquels j'ai droit en qualité d'employé du magasin. C'est bien drôle, alors je vais peut-être vous lire un extrait du prochain, pas celui qui est... Moi j'aurais une question, oui. Si je peux me permettre. Oui. Dans le livre précédent et dans celui-là, le narrateur est un homme. Est un homme, ouais. Oui. Oui. Bon, je pense qu'on vous l'a déjà posé. Oui. Pourquoi Voilà. Vous vous sentez plus à l'aise dans la peau d'un homme? Tout à fait. Absolument. Ouais. En fait, puis je préfère, je trouve plus intéressant, étant une femme, si je me mets dans la peau d'une femme, voilà, à la limite, je vais peut-être plus parler de moi. C'est pas forcément le but. Donc je préfère me mettre dans la peau d'un homme, essayer d'imaginer son univers, sa personnalité. Mais est-ce que vous avez fait parler des hommes? Non, j'ai observé des hommes. J'ai observé des hommes, oui, mais oui. Justement, alors vous... Parce que, disons, j'ai beaucoup de plaisir à vous entendre, mais en tant qu'homme... Vous ne vous reconnaissez pas Je réagirais jamais comme ça. Dans les vous, situations. non, mais je vous assure qu'il y en a qui réagiraient comme ça. Ah ouais. Bon, parce qu'en fait, j'ai un petit peu... J'avoue avoir un peu pillé dans mes observations plus ou moins proches. Et en fait, c'est marrant que vous me fassiez cette remarque parce qu'il y a des gens qui pensaient, comme en plus mon prénom c'est Fred, plusieurs personnes qui n'avaient pas vu, qui n'avaient pas vu la photo sur le site, pensaient qu'après la lecture du livre, étaient persuadés que j'étais un homme. Et il y en a beaucoup qui sont venus et qui ont dit « Ah, mais vous êtes une femme !» Oui, donc voilà, c'est marrant parce qu'il y a vraiment... Alors c'est peut-être le fait que vous lisiez. Peut-être. Je sais pas. Bon, il y a peut-être. C'est vrai que ce retour que j'ai eu où les gens étaient étonnés, c'était. Ce retour émanait autant d'hommes que de femmes. Donc, par contre, il y a quelques hommes qui m'ont dit non, il est trop
il est trop sentimental, trop, il a un côté trop féminin. Oui, Voilà. Comme ça fait une espèce de... j'espère que ça fait un personnage peut-être un peu plus riche, peut-être plus intéressant que simplement... Mais c'est vrai que j'aime bien faire pareil. Et en continuant la remarque à monsieur, il me semble que souvent les situations que vous décrites sont des situations de couple. Oui, parce que C'est-à-dire, j'aime bien aussi parler du le fils avec la mère, ou le monsieur avec la caravane, ou le chien avec sa maîtresse, c'est ça. Ça fonctionne beaucoup. C'est vrai, je me suis jamais posé la question, mais vous avez raison, ça fonctionne beaucoup par... Sauf de temps en temps, il y a un peu d'art culinaire. Oui, on sent la gourmandise. On sent la bonne vivante. Mais c'est vrai que la relation, c'est plus la dualité qui m'intéresse que le groupe. Bon, là, il est dans un groupe, mais forcément, puisqu'il est dans un camping, il va tomber dans un groupe, mais il va aussi chercher à créer des couples. C'est vrai que le couple, c'est quelque chose qui m'intéresse. Dès qu'il y a un troisième... Ça foire. Ça part en boulin. Voilà. On se réjouit de découvrir dans les nouveaux extraits si c'est du nouveau un homme et du nouveau couple. Alors non, justement, je me suis dit, je vais changer un peu. Ouais. Donc, le troisième, donc là, en fait, je travaille sur deux ouvrages simultanément, parce qu'il y en a un parce que les autres sont, j'espère, assez drôles, et là, c'est un roman qui est très noir, celui que j'ai commencé, qui part d'un fait divers intervenu dans ma ville natale, qui m'avait assez marqué. Et en fait, c'est l'incidence de ce fait divers sur tout un tas de personnes, leurs réactions, que ça les touche de près ou de loin. Ça peut être à la limite quelqu'un qui est juste informé par la presse. En fait, à chaque fois, c'est un portrait, c'est une personne, un personnage qui parle. Alors ça peut être sous forme de dialogue, ça peut être sous forme un courriel, parfois c'est une interview d'un journaliste, parfois c'est un narrateur qui parle simplement, c'est plus de l'introspection. Voilà, j'essaie aussi de mélanger un peu les styles et les genres. Et ce livre étant assez noir, j'ai également entrepris un autre livre plus amusant, enfin, plus drôle, qui lui est à la troisième personne. Donc il n'y a pas de, c'est pas le jeu, c'est vraiment c'est un récit. Donc c'est pas un homme qui parle de lui, mais encore les personnages principaux sont quand même deux hommes, Victor Pasquale et Bonaventure Piponnier. Et le héros entre guillemets est un hypocondriaque qui décide, qui en a marre d'aller tout le temps chez le médecin pour finir, qui décide que ce serait bien plus simple d'avoir un médecin à la maison et qui organise avec beaucoup de méticulosité l'enlèvement d'un médecin qui va séquestrer chez lui et après donc le médecin c'est Bonaventure Piponnier et une relation va se nouer entre ces deux personnes, encore deux personnes, donc il y aura cette relation qui va se développer et s'enrichir. Mais c'est beaucoup plus léger malgré finalement le thème assez douloureux de l'hypocondrie, parce que c'est quand même quelque chose d'assez difficile à vivre, j'en sais quelque chose. Donc, voilà. Donc si vous voulez, je vais vous lire un petit bout de chaque, parce que je vais commencer à vous lasser. Donc, je vais vous lire le tout premier personnage donc, de ce premier roman qui s'appelle La Porte. Alors, qui s'appelle pour l'instant La Porte, mais c'est pas un titre définitif. Parce qu'en fait, j'avais été frappée quand il y a eu ce fait divers qui était le meurtre d'un enfant. Il y avait eu une image d'une porte ensanglantée qui était passée dans les médias et tout. Et c'est cette porte qui m'avait beaucoup frappée. Et en fait, j'ai voulu montrer qu'on avait tous dans nos vies une porte, à un moment ou à un autre, qu'on peut pousser ou pas, et qui ouvre vers d'autres choses, que ce soit une délivrance ou un autre enfermement. Donc voilà, c'était ça qui m'intéressait un petit peu, et le fait que ce meurtre
a pu choquer certains, forcément détruire encore d'autres personnes proches. Et c'était en même temps, pour d'autres, c'est presque c'est une chance. Voilà. Et donc, en fait, pour le premier personnage, c'est une chance. Donc, le premier personnage, le photographe. C'est pas possible. Depuis le temps que j'attends un truc pareil. La lumière, le graphisme, les matériaux, pierres d'angle du muret qu'adoucissent des branches de lilas échappées du jardin clos, végétal et minéral, bois de chêne puis métal des ferrures. Le moisi, juste ce qu'il faut, du lichen plutôt, de l'usure, la peinture blanche qui s'écaille, signe que l'objet a vécu, qu'il est là depuis des lustres. On comprend aussi qu'il s'agit de la porte de derrière, qu'elle sert très peu et n'est pas entretenue, certainement verrouillée avec une vieille clé qui doit forcer dans la serrure au point qu'il est peut-être impossible de la faire tourner. Et le contraste, cette trace sanglante et fraîche sur la poignée en losange si désuète. On distingue nettement les petits doigts qui se sont agrippés et on sent l'éperdu, l'inéluctable. Cette empreinte contient toute la scène, toute sa tragique intensité. Elle offre à l'imaginaire et en même temps révèle le dénouement dramatique. La jeunesse fauchée de la petite victime face à la pérennité des choses. L'organique, chaud, vivant, rouge, contre le métal et le bronze. Le sang a un peu séché et paraît légèrement moins vif, mais il n'a pas encore pris cette nuance marronasse qui gâche un cliché. Régler la vitesse, choisir l'ouverture, cadrer. Peut-être qu'un peu plus à droite, non, on voit le pare-choc d'une voiture. Rien ne doit s'immiscer, juste la solitude d'une porte qui ne s'est pas ouverte, un jardin blotti derrière un mur qui n'a pas été un refuge. La perfection. Peut-être la chance de ma vie, un buzz sur Internet, un prix dans un magazine, des droits d'auteur. Sylvia, qui enfin va me prendre au sérieux, arrêter de me présenter à ses amis en feulant mon métier avec mépris. Elle aimait bien pourtant au début, mon ami est photographe, un artiste, et en plus ça emmerdait son père qui aurait préféré, comme tous les pères, un pharmacien. Elle aimait autrefois quand je sortais mon appareil pour elle, et que je la mitraillais, quand j'ouvrais un bouton de son chemisier, puis un autre, pour mettre sa peau à nu, une peau splendide, d'un grain qui capte la lumière, une de ces textures rares qui reflètent sans ternir. Elle aimait se dévoiler peu à peu en rougissant au nom de l'art, jusqu'à la nudité complète, prendre des poses de plus en plus obscènes, jusqu'à ce que je finisse par lâcher mon Canon pour la baiser furieusement. Elle était tellement excitée alors. Maintenant, ça l'ennuie. Elle ne veut même plus que je la photographie lorsqu'on se prend de petites vacances. Comme si je ne méritais pas son image, une Joconde servant de modèle à un peintre en bâtiment. C'est vrai qu'ici, je fais plutôt dans l'accident de voiture, un peu de tôle froissée, un pare-brise explosé, rien de bien spectaculaire. Ou l'inauguration d'une salle communale, une rencontre sportive, la fête de l'école, une séance de dédicace à la librairie où un auteur local vient signer sa biographie romancée pour d'anciens compagnons de classe, fiers d'approcher une quasi-célébrité qui tire à 400 exemplaires. Dernier événement couvert, les 97 ans de la doyenne, son sourire édenté, perdu entre les rides, comme les traces d'une course de char à voile sur une plage à marée basse. Ses yeux aveugles qui cherchaient l'objectif au-dessus de l'énorme gâteau auquel elle toucherait à peine parce qu'elle ne digère plus que les biscottes sans sel et le bouillon de poule. Pas très glamour tout ça. Pas de quoi me faire valoir aux yeux de Sylvia qui rêve de jet-set et d'échapper à notre trou. Et là, les couleurs, l'ambiance, tout y est. Même pas besoin de retouche. Oui, ma chance, enfin, j'en pleurerai. Voilà. Le premier. Et je vais vous lire donc un petit morceau de Victor Pasquale, un autre genre. C'est en janvier 1980, peu après l'épiphanie, que germa l'hypocondrie, pour se développer par la suite, lentement mais sûrement, comme une mauvaise herbe. Victor, de nature gourmande, avait vidé les 2 boîtes de chocolat offertes par ses pieux grands-parents à l'occasion de la visite des rois mages à l'enfant nouveau-né et de la leur à leur propre fils, Bru et petit-fils, pour manger la galette et déposer sur la tête de Victor la couronne qui lui échoyait systématiquement par l'effet d'un habile stratagème maternel. Lorsqu'il eut des nausées et que la fièvre se mit à monter comme l'océan à Saint-Malo aux équinoxes, sa mère subodora tout naturellement une indigestion et le mit au bouillon et au repos. Ses douleurs d'estomac s'amplifiaient, diffuses, et les hoquets l'épuisaient d'autant plus qu'il avait la panse vide et ne rendait plus, comme à regret, qu'un liquide verdâtre et amer. On fit venir un médecin qui diagnostiqua immédiatement une appendicite aiguë et ordonna une opération d'urgence.
Tout le monde fut très surpris, car les maux de ventre n'étaient pas indéniablement situés à droite, Victor ayant sans doute voulu déjouer la trop grande vigilance de sa mère, qui l'alitait pour un rhume et le couvait sans cesse d'un regard inquiet aux plus petits signes de fatigue, de rougeur ou d'inappétence. Quelques heures seulement après la visite du praticien, il était endormi, découpé, délesté de l'appendice, recousu et soumis à la surveillance anxieuse de sa mère, qui s'en voulait cruellement de n'avoir pas su décrypter les symptômes et d'avoir ainsi failli à sa tâche, ce dont elle lui tint intérieurement rigueur, sans jamais toutefois se l'avouer. Elle lui humectait les lèvres avec un gant de toilette imbibé d'eau fraîche qui s'échauffait rapidement au contact de sa bouche brûlante, mais il avait une pépite du diable et têtait avec reconnaissance l'éponge tiédasse qu'elle lui offrait avec des gestes d'allétante. Malgré la piqûre de pénicilline infligée 2 fois par jour et les 5 autres personnes qui partageaient sa chambre d'hôpital et ponctuaient ses nuits le râle et le ronflement, il apprécia son séjour d'1 semaine loin de la maison et de la maladive protection de sa génitrice. Occupé au magasin toute la journée, ne lui rendait visite que le soir, les bras chargés de bandes dessinées, et établissait avec lui la liste des plats qu'elle lui mitonnerait à son retour. Victor conçut de l'épisode une méfiance nouvelle envers sa mère, qui, bien qu'à l'affût de la moindre goutte au nez, de brillance sournoise dans ses yeux ou d'une léthargie suspecte, n'avait pas su reconnaître la nature de son mal. Et au contraire, il se prit à vouer une admiration fascinée pour le corps médical, dont le plus humble représentant, un médecin de village, tenu éloigné des séminaires pointus et des avancées magistrales de la science, avait, au premier coup d'œil, décelé l'inflammation possiblement fatale et organisé avec compétence le transfert vers le centre hospitalier et le rendez-vous avec le chirurgien qui lui laisserait une infime boutonnière dans le creux du ventre, l'autre praticien étant réputé pour trancher plus largement afin d'avoir les coudées franches et pour balafrer vilainement les bedaines. Il était, ce matin-là, occupé par un ménisque défaillant. À la décharge de Rose, il faut mentionner la perte brutale d'un nourrisson décédé subitement à 4 mois dans son sommeil et dans son berceau, alors qu'elle préparait des bugnes. Le drame s'était produit 2 ans avant la naissance de Victor, et on ne parlait pas, à la maison, de ce minuscule grand frère, auquel Rose seule rendait visite toutes les semaines pour déposer sur la tombe, pas plus grande qu'un carré de marelle, des fleurs fraîches tombées de bouquets. On ne mangeait pas non plus de bugnes, Rose se refusant désormais à préparer ce dessert maudit, prise de mélancolie chronique au moment du carnaval et de ses réjouissances, dont les passepoils, père et mère, ne voulaient désormais plus rien savoir, aux grandes dames de Victor, qui adorait les bêtes nonnes et aurait bien aimé endosser, une fois l'an, un costume de chevalier ou un déguisement de peau rouge. Sa mère s'appelait Rose et était fleuriste. Son père, comptable, par goût autant que par manque d'imagination, ayant dû apprendre les tables de multiplication, d'addition et de soustraction à coups de règles de bois appliquées sur le bout des doigts, il avait tout naturellement adopté une profession qui lui permettrait de mettre à profit ce douloureux apprentissage. Rose mourut subitement, dans la fleur de l'âge, alors même qu'elle réalisait un bouquet pour un défunt. On ne put établir si elle décéda de l'attaque qui la foudroya ou de noyade, étant tombée le nez dans la bassine où baignaient encore les lys fermés. Sur le texte que vous avez lu avant la dernière, Oui. pourquoi avoir choisi les romans comme genre littéraire et pas les cadres? Comment ça marche les choix de l'écrivain dans ces cas-là, qu'on veut montrer la personnalité de quelqu'un? Est-ce que vous avez eu les dilemmes entre les deux? Alors pas du tout, parce que j'ai fait une fois, à 18 ans, j'ai fait une pièce de théâtre, mais ça me permet, j'aime décrire aussi, j'aime les descriptions, j'aime mettre une action dans un cadre, j'aime beaucoup les comparaisons, comme on a peut-être pu le voir, parce que parfois j'en abuse un peu, mais les métaphores, donc ça fait partie de mon plaisir d'écrire. Et au théâtre, je ne pourrais pas avoir cette possibilité. Peut-être que le théâtre nécessite quelque chose de plus direct, et puis je ne suis pas très très à l'aise non plus dans le dialogue. Enfin, le dialogue continu, quoi. Des petits bouts de dialogue, ça va, mais c'est pas mon genre de prédilection, le dialogue. Je préfère la description, ça fait partie aussi de cette idée justement d'observer, de rester peut-être un peu en retrait.
Et dans ces cas-là, c'est quoi les limites? Quelles sont les limites de l'écrivain d'écrire? Il y a toujours une provocation à d'écrire quelque chose. À écrire, c'est déjà une provocation de créer quelque chose de nouveau. C'est quoi les limites que se pose l'écrivain pour décrire? Des limites peut-être morales, des limites narratives, politiques, enfin. J'ai jamais été confrontée à des limites en fait, parce que bon, moi je suis une modeste romancière, donc c'est vrai que je ne parle pas, ce ne sont pas des romans engagés, c'est plutôt du roman, je dirais, plus léger, entre guillemets, parce que ça aborde quand même des thèmes parfois dramatiques que j'essaie d'exprimer de façon un peu humoristique. Mais c'est vrai que du coup, j'ai jamais été confrontée à des limites, ni choquée ou dépasser des bornes. Je m'autorise parfois quelques grossièretés, par exemple, dans le texte. Mais il ne faut pas en abuser non plus, parce que la vulgarité, c'est pas non plus ma tasse de thé. Mais j'aime bien avoir des petits moments comme ça qui vont un petit peu heurter. Mais je me sens pas face à des limites, on va dire. Les seules limites, c'est mon imagination, quoi. Donc elles existent, mais tant que j'ai encore des choses à dire dans ces limites-là, ben voilà, je continuerai. Par rapport à ce que vous décrivez peut-être vous-même comme un roman peut-être populaire ou léger, est-ce que vous avez des influences ou des maîtres, mais par exemple, vous pensez à des René Fallet ou des Signon? Absolument. René Fallet était mon... C'est pas... D'abord, ça a été Maupassant avec les nouvelles de Maupassant. Donc, j'ai écrit beaucoup de nouvelles qui étaient un peu dans le style de Maupassant, en toute modestie. Et c'est vrai que René Fallet c'était une grande découverte quand j'étais à l'université. Et j'adore cet auteur qui est de plus en plus méconnu et on est resté au triporteur et qui est fabuleux. C'est un livre magnifique et tous les livres de Fallet, ou presque, sont des petits poèmes, quoi. Là, Paris au mois d'août, c'est juste, c'est que du bonheur, quoi. Donc c'est vrai que Fallet, j'adore Fallet. Mais si on sent cette influence, tant mieux, parce que je le prends plutôt comme un compliment. Voilà. Merci. J'avais une question concernant, au fond, vos obsessions. Moi, il y a le rapport entre la mère et le fils, qui revient de façon presque obsessionnelle. Il y a les relations de couple. Mais les hommes, à part peut-être dans le premier, ça c'est déjà plus complexe, parce qu'il y a le chien, il y a la perversion, il y a tout ce jeu entre le côté humain et le côté animal. Les hommes, pour moi, ont tous un peu une mentalité de vieux garçon. C'est vrai. Même quand il est marié. Oui. C'est vrai qu'ils sont... Et c'est là que vient un peu le côté à la fois touchant, parce qu'ils sont extrêmement sympathiques, mais en même temps un peu ridicules. Et le ridicule n'est jamais dans le sarcasme, et ça, vous êtes vraiment sur une ligne très intéressante. Merci. Parce qu'il y a de l'humour, il y a de l'ironie, il y a au fond... mais il y a beaucoup de tendresse vis-à-vis de vos personnages. Alors que c'est extrêmement sarcastique et très méchant. Disons, ça reflète ce que je ressens pour eux, en fait. C'est pointu, mais ça n'est pas sarcastique. C'est vrai que ça reflète ce que je ressens. J'ai à la fois beaucoup de tendresse, surtout pour Bernard Gauthier, qui, quand on lit le livre, des moments, on se dit juste, mais moi-même, il y a des moments où je ne le supportais plus, Bernard Gauthier. J'ai passé du temps avec lui et j'avais envie d'en finir, quoi. Qu'il disparaisse de ma vie, parce qu'au bout d'un moment, forcément, il prend quand même beaucoup de place. Il était fatigant, pénible. On a envie de le secouer un peu, puis en même temps, je devais être fidèle à ce qu'il est. Et en même temps, j'ai de la tendresse pour lui, quoi, pour sa solitude, pour son incapacité finalement à s'intégrer dans une vie de couple ou à rentrer vraiment dans la vie, quoi, à rester toujours un peu sur le palier de la porte. J'ai peut-être une deuxième question. Est-ce que vous avez lu ce roman de Virginia Woolf qui n'est pas très connu, qui est l'histoire s'appelle Flash? Non. Non.
Et c'est l'histoire réelle d'une poétesse anglaise, Elizabeth Barrett Browning, et de son chien. Et c'est très intéressant parce que c'est un peu le contraire de chez vous. C'est le chien qui a des sentiments humains pour sa maîtresse. Donc quand cette femme rencontre le poète Robert Browning, il est extrêmement jaloux, il a tous les sentiments humains. Et elle joue aussi sur les deux niveaux, entre le niveau humain et le niveau quand même animal. Là voilà, ça a déjà été fait. Non mais j'ai pensé au niveau des influences parce que je me suis dit... Non, alors je ne connaissais pas ce... Et quelqu'un disait que les textes se parlent entre eux. Quand je vous entendais lire, je voyais des passages en disant tiens, c'est différent. Mais en même temps, il y a des points communs. C'est vrai que des thèmes, enfin, j'ai pas lu ce livre, mais on m'a parlé après de tout un tas d'ouvrages qui existent déjà. Il y en a un, c'était avec un chat. Enfin, l'idée de la relation, enfin, utiliser l'animal pour parler de sentiments humains, finalement, ça existe. C'est difficile de créer de toute façon quelque chose de complètement nouveau. Donc en fait, on reprend des thèmes qui sont dans une espèce d'imaginaire collectif. Et même si on ne les a pas identifiés comme faisant partie, voilà, on pense que c'est nos propres thèmes. Virginia Woolf prend un chien, c'est un chien, c'est pas un être humain, et quand il est adopté par cette femme, il éprouve des sentiments humains, des sentiments de l'homme, la jalousie, enfin tout ça. Donc il va dans l'autre sens. Elle va exactement dans l'autre sens. Ouais, c'est intéressant. Je vais. Flash, vous dites, c'est ça? Flash. Je note. Moi, j'étais étonné de la grandeur du texte. Je pense que vous l'avez présenté comme noir. Oui. Et puis, il se trouve que j'aime beaucoup les polars, et ce qu'on appelle les romans noirs. Et je me demandais, franchement, si vous êtes capable de voir cela. Parce que je trouve. Je vous trouve bon, je trouve un sous de fond d'optimisme. Et enfin, on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire un roman noir. Et je pense que c'est des romans qui parlent de la nuit, qui parlent de la mort, qui parlent du social. J'allais dire un gros mot. Voilà. Et puis, bon, je trouve, disons, moi, je suis photographe, bon, c'était pas particulièrement noir, disons, à mon goût qui est... Disons que c'est plutôt le fait que, parce qu'il était noir dans le premier, je trouve, enfin, ce qui, moi, ça me choque, c'est que cet homme, finalement, enfin, ce drame, lui ne voit plus le drame, il voit seulement la possibilité enfin lui d'être sous les projecteurs. Et voilà, c'est ça qui est noir dans ce passage. Quand je dis noir, peut-être que je devrais dire triste, c'est pas un polar. Hein. Il y a un meurtre, il y a une enquête, une espèce d'enquête en fait, mais qui est juste relatée par des extraits de journaux. Mais c'est pas, j'ai pas voulu faire un polar, je saurais pas du tout faire d'ailleurs. C'est pas du tout non plus mon domaine. Mais c'est un roman noir dans la mesure où il y a des moments où il est quand même très triste. J'ai testé sur ma fille pour voir si ça me faisait pleurer. Et effectivement, c'est triste, quoi. C'est émouvant. C'est pas juste. Le but, c'est pas de faire pleurer. C'est de toucher, d'essayer autre chose, en fait. Justement, de changer un peu ce style plus enjoué, plus sarcastique, et d'aller chercher d'autres choses, un autre registre d'émotions. Et c'est en cela que je parle de roman noir. Parce que... Moi, j'ai beaucoup aimé ces écritures du Maroc. Je trouve que là, vous avez fait plusieurs écritures, plusieurs lectures de tous les textes, où, malgré tout, il y a une certaine ressemblance dans le style. Et je trouve que là, si je ne savais pas que c'était vous, c'est là, je trouve remarquable. Vraiment, si je passe, vous savez, très souvent, si vous lisez un début, si le début ne croche pas, il est remarquable. Et je pense aussi à l'intervention de monsieur, le polar, en principe, est réservé à des hommes. Il y a Fred Vargas, qui est aussi le même prénom que vous, mais malgré
C'est subjectif. Je pense qu'il y a diverses sortes de polars. Il y a le polar d'Anne la Mer, tout ça. Et puis il y a ce qu'on appelle les reines du crime en Grande-Bretagne. Dans le monde anglo-saxon, c'est les femmes qui sont vraiment au sommet de ce qu'on appelle. Voilà. C'est les plus grandes écrivaines. Et il y a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus. Mais c'est différent. Elles ont aussi ce côté extrêmement humain, plus psychologique. Plus psychologique. C'est vrai que moi je connais pas trop le genre polar, j'en lis quelques-uns, mais j'aime beaucoup Fred Vargas justement parce qu'il y a quand même quelque chose en plus avec son commissaire, et il y a une sensualité aussi dans sa langue que j'aime beaucoup. Et voilà, j'aime beaucoup Fred Vargas. Bon, j'étais un peu déçue sur la fin. Ouais. Mais c'est vrai que. Oui. Ouais. Et par rapport aux autres. J'ai trouvé, voilà. Moi, je disais, elle va plus en écrire, elle est arrivée au bout de son film. Elle va rebondir. Elle va rebondir, on va avoir 2-3 ans, elle va rien sortir. Peut-être qu'il faut des pauses. C'est plus de la littérature, le roman policier est un prétexte. J'ai l'impression. Souvent, l'histoire, le meurtre, le coupable, ça n'a pas d'importance, c'est souvent assez évident. Elle est beaucoup plus dans une littérature de personnages. Et puis les personnages sont décalés absolument. C'est extraordinaire, c'est génial. Voilà. Non, mais on a hâte de lire votre polar en entier. Alors, il y en a 2 autres avant. Les livres justement de Fred Bocquet sont disponibles à l'accueil, les 2 premiers, donc si vous avez lu, et puis les signatures, évidemment. Oui, si vous voulez un petit. Tout à fait. Et puis on peut reprendre cette discussion polar en bas autour d'un verre. Au frais. Et des lumières. Mais un grand merci à vous. Surtout. Merci.